Merci. Bon, ça fait du bien, je trouve, en général. On a du mal à vous arrêter. Voilà, on se pose un peu. Et alors, c'est parti pour les mauvaises nouvelles d'abord. Alors, d'abord, je voudrais commencer par donc remercier Yves qui m'a permis de m'exprimer librement. Mathias Chaplin, son assistant, qui a beaucoup fait pour que l'étude sorte. J'aimerais remercier nos amis traducteurs. Et je vais essayer de parler lentement. C'est pas gagné. Et je voudrais remercier aussi Azul et Perrine qui vont parler tout de suite pour avoir fait le déplacement depuis Londres et depuis la Normandie juste pour parler un quart d'heure. C'est beaucoup. Alors, en fait, en 20 minutes, j'aurai pas le temps de développer toute l'étude. Je vais juste essayer de vous donner envie et de mettre un peu en contexte cet après-midi. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les noter, parce qu'on ne pourra pas tous s'exprimer aujourd'hui, et j'aimerais beaucoup avoir votre opinion, vos remarques. Donc j'ai prévu une adresse électronique pour récolter, centraliser tout ça, et ça m'aidera dans mes futures recherches aussi. Alors, cette étude n'a pas pour objet l'agriculture. Enfin, pas que l'agriculture. On va essayer de voir tout l'ensemble du système alimentaire, c'est-à-dire du champ au supermarché, à l'assiette, jusqu'aux décharges. J'ai oublié de lancer ma présentation. Voilà. Et déjà, en soi, c'est quelque chose de pas courant. Donc penser la sécurité alimentaire de l'Europe, c'est penser à tout son système industriel alimentaire. Parce qu'en Europe, l'essentiel de l'alimentation est produit, distribué par un système industriel. Alors voici à quoi ressemble schématiquement un système industriel. D'abord, tout au début, en haut à gauche, on produit dans les champs, c'est l'agriculture, avec des pesticides, avec des engrais, avec du pétrole. Ensuite, il y a du transport jusqu'au centre de transformation, encore du pétrole. Puis, transport jusqu'au centre de distribution. Transport, centre de distribution encore. Transport. Cuisine, encore là c'est du gaz naturel. Transport et décharge, où il y a du pétrole et du gaz naturel à chaque étape. Alors, juste un mot sur ma méthodologie. Je n'ai pas pu, c'est un travail assez pionnier, donc je n'ai pas pu développer de modèles quantitatifs, de chiffres. Donc on va rester dans une étude qualitative où j'ai en fait parcouru presque toute la littérature scientifique des 3-4 dernières années pour voir ce que les scientifiques disaient du système alimentaire industriel et surtout de son état, comment il allait, bien ou mal, et du lien entre ce système alimentaire et tous les autres systèmes. Donc il y a l'environnement, l'atmosphère, les ressources, etc. J'ai été surpris, je ne m'attendais pas à ces résultats. Chaque année, les constats sont de plus en plus accablants. Et ça continue de manière exponentielle. Même les scientifiques, qui sont des dizaines à travailler sur ce sujet, et en particulier l'éventuel effondrement des systèmes industriels, ont publié des centaines d'articles et sont très anxieux. Il y en a qui ont peur. Il y en a même, surtout les plus âgés, qui n'ont plus peur de perdre leur carrière, disent vraiment qu'ils ne croient même plus à une transition possible. Donc j'ai été vraiment atteint par ces résultats. J'ai essayé de vous les présenter de manière pas trop catastrophiste. Voilà, et je suis parti de ces constats pour faire un fil rouge que je vais dérouler maintenant. Alors, notre système industriel alimentaire, au centre, en orange, a des impacts très négatifs sur d'autres systèmes, comme l'atmosphère, avec la pollution par exemple, sur les systèmes humains, sur les ressources,
naturels, par exemple le pétrole. Vous avez sûrement entendu parler du pic de pétrole. Sur les minerais, par exemple le phosphore, qui va bientôt aussi subir un pic, et sur les écosystèmes. Alors, j'ai dressé une liste de quelques impacts et aussi menaces, parce que, inversement, tous les systèmes, disons, humains, l'atmosphère, écosystèmes, ressources, en retour de ces impacts, menacent le système industriel même, le système alimentaire industriel. Alors on voit, par exemple, pour les ressources, c'est le pic de pétrole, voilà, l'atmosphère, mais c'est le réchauffement climatique, les écosystèmes qui sont très gravement atteints, en retour menacent en particulier par la perte des services écosystémiques. Donc toutes ces menaces et ces impacts, j'ai dressé une liste et je les ai un petit peu étayés de chiffres, mais j'ai surtout, et c'est une originalité de ce travail, j'ai essayé de voir tout de manière systémique. Alors ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que les crises sont interconnectées. Donc par exemple, le rond, regardez surtout je ne sais pas si on voit bien, les bulles à droite, le climat en bleu. Le climat, avec le réchauffement climatique, impacte sur la santé humaine en rouge et a des impacts sur l'économie, nos économies, c'est en jaune, et des impacts sur les écosystèmes, ça tout le monde le sait. En retour, les écosystèmes, enfin la dégradation des écosystèmes aggrave le changement climatique et provoque des sérieuses atteintes à la santé humaine. En fait, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais toutes les crises sont reliées entre elles. On peut vraiment parler d'effet domino. Si l'une des crises devient trop forte et lâche, alors il y a un risque que tout l'ensemble parte, enfin toutes les crises s'aggravent. Donc premièrement, l'effet domino. Deuxièmement, c'est quelque chose aussi que je n'ai pas vu ailleurs, c'est du coup l'obligation de résoudre toutes les crises en même temps. Imaginons qu'on trouve une source d'énergie infinie, donc on résout le pic de pétrole, d'accord, très bien, mais ça ne résout pas tous les autres problèmes. Donc les problèmes, les autres crises restent, et comme elles sont nombreuses, elles menacent toujours gravement les systèmes industriels alimentaires. Conséquence, il faut se méfier des solutions qu'on nous propose qui ne prennent pas en compte les autres crises. Par exemple, une autre source d'hydrocarbures pour remplacer le pétrole. Ça n'est pas crédible. Donc le constat est assez accablant. En fait, les catastrophes ont déjà commencé. Nous avons déjà heurté le mur à pleine vitesse. Ça y est, c'est fait. On ne peut plus dire les catastrophes qui arriveront. Elles sont déjà là. Et il y a désormais une probabilité significative que le système alimentaire industriel européen soit totalement déstabilisé, voire s'effondre. Je ne peux pas chiffrer cette probabilité, mais elle arrivera dans quelques années. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Alors, à constat accablant, proposition originale. Je propose dans un premier temps quelques principes basés sur la résilience, on va dire, principes de résilience, qui guideront une éventuelle transition. Ce sont des principes généraux. Alors, la résilience, c'est la capacité d'un système à se prendre des chocs, mais à pas résister, mais à maintenir ses fonctions malgré les déformations, malgré tout. Et ça peut être des chocs économiques, des chocs sociaux, des chocs climatiques, peu importe. Un système alimentaire résilient, c'est celui qui peut absorber tous ces chocs. Nous en sommes loin. Alors, comme principe, nos prochains systèmes seront locaux. Je vais vite, hein. Diversifiés, pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Décentralisés, cycliques, c'est-à-dire qu'ils ne produisent pas de déchets. Tout est repris dans le système. Transparent, ça veut dire que tout le monde doit connaître le système qui le nourrit, ce qui est loin d'être le cas.
maintenant, et surtout basé sur une forte cohésion sociale à un niveau local. Donc vraiment de l'entraide entre les gens qui se connaissent, entre les voisins. Alors, pour la production, le premier échelon, c'est-à-dire l'agriculture, je pense que les deux principaux objectifs, ce sera de restaurer les systèmes alimentaires, évidemment en plus de produire de la nourriture. Donc c'est ce que j'appelle l'agriculture de réparation. À partir de maintenant, l'agriculture doit restaurer les écosystèmes. Et enfin, elle sera totalement basée sur les énergies renouvelables, ce que j'appelle l'agriculture solaire. Voilà deux principes qui, selon moi, guideront l'agriculture de la transition et même d'après. Enfin, un troisième point, et pas des moindres, ce sont les consommateurs, c'est-à-dire nous, la demande, qui doit être conscience des limites du système, c'est-à-dire qui doit savoir s'auto-limiter. Sans ce point, il n'y a pas de transition possible. Alors, évidemment, tous ces constats et ces principes relativement originaux vont transformer nos villes et nos campagnes, profondément nos villes, d'ailleurs, dans l'aménagement des villes, qui sont aujourd'hui construites sur des modes totalement opposés à ces principes, sur des principes totalement opposés à ceux que je viens de présenter. Alors, les nouveaux réseaux de distribution seront bien plus courts. L'agriculture urbaine réapparaîtra, elle sera très développée, elle sera très innovante et créera beaucoup d'emplois. Il existe d'ailleurs aujourd'hui dans les grandes villes européennes ou nord-américaines qui sont pionnières beaucoup d'expériences, même économiquement viables, d'agriculture urbaine. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais vous montrer un exemple. Ici, c'est un jardin urbain à Berlin, qui est très médiatisé, voilà, qui est basé sur, partie d'une friche, qui produit beaucoup de nourriture et beaucoup de liens sociaux. Ici, un autre exemple d'un jardin sur un toit à Brooklyn, New York, un exemple économiquement viable, qui produit de l'emploi, qui produit beaucoup de nourriture, et alors exceptionnel aussi, dont la ville la ville donne de l'argent, rétribue le service écosystémique de cette ferme qui gère l'eau de pluie. Vous voyez, cette ferme tamponne l'arrivée d'eau, les pluies, quoi, et donc la ville paye pour ce service écosystémique. Alors, la production urbaine ne suffira pas à nourrir l'alimentation urbaine, les citadins. On ne se nourrit pas que de fruits et de légumes, il faut aussi produire des céréales. Donc il faut aussi sécuriser l'accès, sécuriser les ceintures périurbaines pour l'agriculture. C'est absolument indispensable d'arrêter le béton dès maintenant. Voilà. Et alors à la campagne, les défis sont multiples. Alors le premier défi, c'est de produire de la nourriture pour les villes aussi et pour les campagnes. En même temps, restaurer les écosystèmes et produire de l'énergie pour tout le pays. De l'énergie qui vienne des champs, mais en limitant les agrocarburants, puisque ça entre en compétition avec l'alimentation. Donc développer du solaire, de la biomasse essentiellement. Et tout cela sans pétrole. Alors sans pétrole, ça veut dire retrouver le travail manuel, mais beaucoup de travail manuel, beaucoup de main-d'œuvre humaine, probablement animale aussi, et d'arrêter progressivement toutes les machines lourdes, donc conserver que des petites machines très efficientes et peu consommatrices de carburant. Considérer qu'un plein d'essence, un équivalent en énergie, c'est l'équivalent de 4 années de travail humain. Un plein d'essence, c'est 4 ans de travail humain. Imaginez labourer un champ de 40 hectares. Donc j'ai fait un petit calcul, qui vaut ce qui vaut.
Mais d'ici 10 à 15 ans, il faudra former en Europe 117 millions d'agriculteurs, soit 2 fois la population française, après la transition. Alors voilà l'ampleur de la tâche qui nous attend. Et enfin, produire tout ça dans un climat déréglé et parfois dangereux, avec des fortes sécheresses et inondations, ça veut dire favoriser à l'extrême la diversité de nos productions au sein d'une exploitation, diversifier un maximum, et au sein d'une région par exemple, où on ne peut plus se permettre de cultiver qu'une espèce, du blé par exemple. Ça va à l'inverse de tout le bon sens. C'est-à-dire que maintenant, il faut ne plus mettre tous nos œufs dans le même panier, éviter les monocultures. Deuxième principe, pour le climat déréglé, c'est de planter principalement des plantes vivaces, pérennes en anglais je crois, vivaces. Donc c'est-à-dire des plantes qu'il ne faut pas ressemer à chaque année. Parce que ressemer, c'est relabourer chaque année, c'est beaucoup d'énergie. Alors quelles sont les plantes vivaces? Il y en a déjà qu'on utilise, comme l'ail par exemple, mais là il s'agira aussi de favoriser les arbustes et les arbres, ce qui n'est pas du tout dans notre culture agricole. Pourquoi les arbustes et les arbres? Parce que ça s'enracine fort, ça restructure les sols, ça garde l'eau, ça tempère le climat et ça produit beaucoup. Ça j'ai fait, diversification et plantes vivaces. Voilà, alors j'ai un bel exemple. Aux États-Unis, c'est une ferme dans le Wisconsin de 40 hectares. Voilà, enfin, c'est un permaculteur qui le fait, qui s'appelle Mark Shepard, et il appelle ça Restoration Agriculture. Donc la restauration, moi j'appelle l'agriculture de réparation. Et il a quasiment que des arbres. Donc par exemple des rangées, d'ailleurs pas très droites, vous voyez, suivant les courbes de niveau, des rangées de châtaigniers, avec dessous des rangées de noisetiers et des rangées de framboisiers. Et puis au milieu des allées, des animaux, des cochons, des poules, qui mangent les fruits trop mûrs ou les fruits pas assez mûrs. Et tout ça tourne. Il n'y a presque plus rien à faire. Il y a beaucoup de travail au début pour planter. Et après, tous les systèmes sont en boucle et il y a moins besoin de travailler. Et ça marche, il produit beaucoup. Et autour, il n'y a que des champs de maïs OGM. Et il est déjà assez médiatisé et assez résilient au climat. Alors une transition, c'est quoi? C'est d'abord le passage d'un système, ici industriel, vers un système résilient et décentralisé. Des systèmes. Il y aura plein de petits systèmes. Donc ça implique pendant quelques années, vous voyez la flèche, la coexistence de deux systèmes totalement opposés dans leur structure et leur objectif. C'est ça la principale difficulté de la transition. Alors ça passe donc par deux choses. Voilà, la transition. Et ça passe par deux choses. L'acceptation collective que le vieux système industriel va disparaître. C'est un deuil qu'il faut faire. Ça fait mal, mais bon, en quelques années, on y arrive. La conviction qu'il faut laisser la place à de nouveaux petits systèmes d'émerger. Et c'est de nouveaux petits systèmes que l'on va voir aujourd'hui. Et ça implique d'en prendre soin et de les renforcer par les institutions en place, et vraiment de les stimuler, de les protéger. Donc je disais, une transition se fera par la base, c'est les gens qui sont la puissance de la transition, et par le haut, par une coordination, par des mesures institutionnelles fortes qui accélèrent le processus qui vient du bas. Si l'un des deux échelons n'est pas présent, il n'y a aucune transition possible. Enfin, et ça c'est un point qui me tient à cœur, c'est le dernier avant de conclure, on peut concevoir des transitions fortes avec des scénarios très bien ficelés, comme celui-ci à l'écran, le scénario Négawatt en France, un scénario de transition énergétique qui prévoit la sortie du nucléaire
et du pétrole pour 2050. Et vous voyez, c'est un scénario très linéaire qui est programmable par des politiques fortes, et c'est bien. Et il y a des scénarios non linéaires. Ici, nous voyons le scénario du Club de Rome, paru en 72, et remis à jour tous les 10 ans. La dernière version date de 2004. Et ce scénario montre que notre système industriel, notre civilisation occidentale, fonctionne, enfin est très instable. Et avec les données réelles qui sont en gras ici, vous voyez, nous allons vers un effondrement. Donc Denis Meadows n'hésite pas à parler d'effondrement. Il est déjà vieux, il n'a plus rien à perdre. Et un effondrement, la barre en bleu verticale, qui touche le rond noir là, c'est aujourd'hui, c'est 2015, c'est presque aujourd'hui. Donc il peut nous arriver aussi des ruptures, des scénarios de discontinuité, scénarios non linéaires. Et ceux-là sont aussi crédibles. Le scénario de Meadows est très robuste. Ça ne prédit pas exactement ce qui va arriver, mais ça dit la possibilité que ça arrive. Donc pour moi, et c'est essentiel, je pense que les mesures politiques maintenant doivent inclure à la fois des scénarios continus, comme celui de gauche, et discontinus, comme celui de droite. En même temps, ça veut dire des gouvernements qui tiennent une ligne de transition forte, ça c'est la gauche, enfin le graphique de gauche, pardon, et avec des scénarios qui sont, je sais pas, développés par des cellules de crise, ou je ne sais pas comment les appeler, qui travaillent sur ces scénarios discontinus. C'est important d'avoir les deux. Et alors je propose, je pense qu'il y a des politiciens dans la salle, j'espère, que l'on crée des cellules de crise, des task force, des forces opérationnelles, au niveau européen, au niveau des pays, au niveau des régions et au niveau des communes, pour gérer ces scénarios de discontinuité et avoir au moins des plans d'urgence. Voilà. Alors, si vous en créez une, pensez à moi, mon CV est déjà prêt, et n'hésitez pas à bien les payer, quand même. Non, je conclue. J'ai le temps ? Ah oui. Alors, j'ai dépassé mon temps, très bien. Mais tu as le droit, parce que c'est toi qui as... Alors, rapidement, alors, j'ai mis dans mon rapport quelques recommandations politiques, je ne peux pas les développer ici. Je voudrais juste dire que je ne suis pas catastrophiste, c'est juste que j'essaye d'être le plus réaliste possible, parce qu'aujourd'hui, l'utopie a changé de camp. Aujourd'hui, ce que vous allez voir ici, c'est réel sur le terrain, et l'utopie, c'est de penser que le statu quo est possible. Donc il faut mettre en place à grande échelle une transition continue avec objectifs à long terme et avec les scénarios de rupture bien en tête. Même si on arrive à une belle transition réussie, on va dire, comme sur le scénario Négawatt, il y aura des risques de rupture et peut-être d'effondrement. On ne peut pas l'exclure maintenant. D'ailleurs, c'est à prendre au sérieux puisque la prochaine crise économique qui frappera l'Europe arrive bientôt et les États n'auront plus les capacités de résoudre les problèmes. Donc je pense, c'est mon avis, il faut vraiment faire attention à ça. Alors je comprends tout à fait que certains d'entre vous n'y croient pas ou soient dans le déni. Moi j'ai moi-même eu du mal à le croire, à l'accepter. Je suis passé par les 5 phases du deuil, vous connaissez peut-être, le déni, puis la colère, puis la négociation, puis une grande phase de tristesse. J'ai beaucoup maigri ces derniers mois. J'ai peur, surtout parce qu'on a un petit garçon de 2 ans et que le deuxième va bientôt naître. Et voilà, je vous invite à passer à l'action parce que c'est la seule manière de vraiment ne plus avoir peur. Tout le cadre est là pour cet après-midi. Je vous invite juste à m'écrire si vous avez des remarques ou des questions. Merci beaucoup.